Bonsoir à tous, merci de nous suivre dans cette semaine digitale de l'Investir Day. Nous allons ce soir parler télécom, puisque je suis en compagnie de Ramon Fernandez, directeur général délégué d'Orange, en charge des finances, de la performance et du développement. Bonsoir Ramon Fernandez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par une question qui fâche, car le secteur des télécoms est boudé en bourse depuis plusieurs années. Si on regarde le titre Orange en particulier, on voit que la performance est quand même assez en retrait par rapport à un indice CAC 40 très en forme en 2021. Comment est-ce que vous expliquez ce manque d'attrait du titre Orange ? Oui, vous avez raison, c'est une bonne question, parce qu'il y a une sorte de paradoxe. On a un secteur numérique et notamment des opérateurs télécoms qui ont joué un rôle absolument décisif pendant cette période si difficile que nous avons tous vécue, et notamment avec les périodes de confinement où il a fallu suivre l'école depuis la maison, il a fallu travailler depuis la maison, il a fallu faire tout en fait pendant des semaines, des mois, avec les services que nous proposons et le téléphone, l'ordinateur, l'accès Internet. Et pourtant, le secteur telco et les valeurs des sociétés de télécommunications en Europe font beaucoup moins bien que le reste du marché. Par exemple, je regardais avant de venir, le secteur telco en Europe, depuis le début de l'année, il est à plus 11%, alors que le CAC 40, il est à plus 28%. Et nous, on est à plus 6%. Donc, c'était la même chose en 2020. On a pensé au début de la pandémie que les valeurs de telco allaient augmenter parce qu'elles étaient tellement décisives, en fait. Et ce n'est pas ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, pourquoi ? Je pense qu'il y a un premier sujet qui est, finalement, nous sommes un secteur qui investit et qui agit pour le moyen et pour le long terme. Et donc, il faut qu'on apprécie la création de valeur, finalement, pour des investisseurs sur une période qui est longue. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase d'investissement qui est absolument considérable, notamment chez Orange. Parce qu'Orange a fait un choix, il y a quelques années, qui est, par exemple, d'investir dans la fibre massivement, que des tas d'autres opérateurs n'ont pas fait en Europe. Je vais vous donner juste un chiffre qui illustre ça. Aujourd'hui, on a 60% des foyers en France qui sont raccordables à la fibre. C'est-à-dire que si vous voulez la fibre, vous êtes 60% à pouvoir être raccordé à la fibre. En Europe, c'est 38%. En Allemagne, on aime bien parfois se comparer à l'Allemagne, à se dire « Ah mon Dieu, on fait moins bien qu'eux ». Bon, en Allemagne, c'est 8%. Donc ce choix d'investissement, il est, à mon avis, absolument essentiel pour notre pays, pour les gens qui vivent dans ce pays, pour les entreprises qui travaillent dans ce pays. Mais d'abord, c'est beaucoup d'investissements. Et les investisseurs, de manière générale, voient que cet investissement, il va peser sur la capacité de dégager du cash et donc d'avoir une politique de dividendes qui soit en croissance. Et donc, ça les ennuie, en fait. Nous avons réussi, je crois, à la fois à avoir cette politique d'investissement très dynamique, à préserver un niveau de dividende important. Nous payons 70 centimes de dividendes, ça fait quand même un rendement par rapport à ce que vous avez sur des tas d'autres objets possibles d'investissement. Vous êtes à 6-7% de rendement, c'est très important. Et donc on est dans cette situation où il faut jongler avec le court terme, le long terme. Le choix de l'entreprise, c'est de préparer le long terme. Et puis je pense qu'on a aussi une grande bagarre collective à mener, qui est que finalement, ceux qui tirent le plus profit, disons, de cette révolution numérique aujourd'hui, c'est les Facebook, les Google, ceux qu'on appelle les GAFAM. Et pas tellement les opérateurs de télécom. Et c'est en partie lié au fait qu'on a une régulation des acteurs qui n'est pas du tout la même. Mais pas du tout. Donc il y a un gros agenda aujourd'hui à Bruxelles, et la présidence française de l'Union européenne qui va commencer le 1er janvier prochain sera une occasion, je l'espère, de traiter ces sujets avec Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge de ces questions. Et donc, il y a un projet sur le marché unique du numérique et différents textes qui vont permettre, je l'espère, d'avoir une régulation un peu plus équitable entre, d'un côté, les opérateurs de télécom qui sont soumis à plein de régulations que je ne conteste pas du tout, qui sont importantes,
Mais en face, il y a des gens qui font le même métier et de plus en plus et qui, eux, échappent à toute forme de régulation. Donc je pense que c'est un enjeu de souveraineté, en fait, très important, et que si on rééquilibre un peu les règles du jeu, eh bien la capacité des investisseurs et des marchés à se dire « Ah oui, je vais investir dans ces opérateurs telco qui, en fait, préparent l'avenir », je pense qu'on aura réussi à progresser. Pour le reste, chez Orange, on va continuer à travailler pour nos clients, améliorer la qualité du service, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours des améliorations à apporter, et puis se projeter vers l'avenir avec aussi de nouvelles activités qui vont porter la croissance du groupe demain. Alors, dans cette approche de moyen et même de long terme que vous évoquez, quelle est la place de ce qu'on appelle la RSE, l'approche responsable, dans vos grands choix stratégiques ? Très importante. Et de plus en plus importante. On a eu un choix à faire quand on a arrêté notre nouveau plan stratégique, c'était en décembre 2019, qui était soit de mettre tout en haut de l'agenda, disons des questions à dominante financière, ou dire, en fait, nous sommes un opérateur qui a une approche de la création de valeur qui est plus large. Et on a choisi cette approche-là. Et on a dit, finalement, le nom du plan stratégique, ça va être Engage 2025. Cette notion d'engagement, elle était importante. Et puis, on a commencé par parler lutte contre les effets du changement climatique et lutte pour l'inclusion numérique. C'est-à-dire, sur ces deux sujets, on a fixé des objectifs très importants. On a dit on va être 10 ans plus tôt que l'industrie en Europe au rendez-vous du net zéro carbone, donc 2040. Et on se fixe des objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que, par exemple, en 2025, on veut avoir réduit de 30% nos émissions de CO2, ou on doit avoir, en 2025, un mix énergétique qui soit représenté à hauteur de la moitié, 50%, par des énergies renouvelables. Et ça, c'est pas que des mots. C'est-à-dire que derrière, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on suit régulièrement et sur lesquels on doit rendre des comptes. Donc ça, c'est le premier sujet, très important pour la RSE. Le deuxième, c'est l'inclusion numérique, parce que nous, notre conception de notre rôle, c'est aussi de dire, OK, tout le monde doit pouvoir accéder à une connectivité de bon niveau. C'est-à-dire, si je veux télécharger un document, si je veux visionner un film, si je veux que mes enfants puissent travailler depuis la maison, ou moi-même travailler depuis la maison, il faut que ce soit possible. Donc j'ai besoin d'avoir une ligne Internet qui fonctionne bien, et puis quand je me déplace, il faut que mon mobile aussi, que j'ai un bon niveau de couverture. Et pour tout ça, on a là aussi fixé un certain nombre d'objectifs. La couverture de tous les territoires, je prends juste un exemple en France, par exemple, j'ai parlé de la fibre, mais sur le mobile, on a 99,5% des Français aujourd'hui qui sont couverts en 4G, et c'est 94% de tous les territoires. Donc c'est énorme en fait, vous n'avez pas de pays qui soit aussi bien couvert, ce qui ne veut pas dire encore une fois que la qualité soit toujours exactement au rendez-vous, mais c'est un effort en réalité gigantesque, il faut bien mesurer ça. Et puis il y a tout ce qui va permettre de donner à chacune et à chacun les moyens d'accéder parce que c'est compliqué ces services. Et donc les personnes plus âgées ou les personnes plus jeunes ou alors ceux qui maîtrisent un peu moins bien ces outils, il faut qu'on puisse les aider à les maîtriser. Et donc on lance ce qu'on appelle des Orange Digital Centers, des centres numériques Orange en fait, dans chacun de nos pays, partout. Évidemment, bien sûr, en France, dans toutes les régions, il y a un centre comme celui-ci. Et là, vous allez pouvoir aller accéder à des cours pour maîtriser ces outils, apprendre à coder pour ceux qui veulent, comment on se sert et comment on produit. Et puis, accompagner plus généralement tous ceux qui souhaitent accéder à ce nouveau monde qui parfois est un peu compliqué, il faut bien le reconnaître. Et puis, on a englobé tout ça sous une raison d'être. C'est important, les entreprises de plus en plus se dotent de ce qu'on appelle une raison d'être et qui cherchent à guider en fait les actions de l'ensemble des équipes. Et donc on a décidé de cette raison d'être, qu'on a d'ailleurs à l'Assemblée Générale des Actionnaires l'année dernière inscrit dans les statuts du groupe, donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et donc il y a beaucoup d'idées derrière tout ça. On l'a inscrit dans les statuts, ça a été voté 99% par les actionnaires et je les en remercie, parce que ça nous aide et ça aide l'entreprise aussi à mettre en cohérence ces grands engagements, les objectifs que j'ai évoqués, et puis une sorte de philosophie générale. Et le petit film qu'on a vu
je pense, le disait assez bien, c'est-à-dire que la technologie, le numérique, le digital doit être au service de l'humain. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'humain qui doit être au service de la technologie. C'est ce qu'on essaye de faire chez Orange, et donc ces objectifs et cette approche de RSE qui est de plus en plus importante aussi, parce qu'on veut attirer les gens vers Orange, à la fois en tant que clients, mais aussi ceux qui viennent travailler chez nous. Et pour les jeunes, on sait bien aujourd'hui que cette dimension-là revêt une importance qui est très importante, parce que de plus en plus, les gens veulent trouver du sens à ce qu'ils font dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne. Et je crois que ce sera aussi un des atouts pour Orange dans les années à venir, que d'avoir ce cap qui n'est pas uniquement une création de valeur financière à court terme, c'est le directeur financier qui vous parle, c'est évidemment très important, mais pas que. La création de valeur, elle doit être un peu plus large. Donc on voit que vous couvrez à la fois les dimensions environnementales et sociales. Et au sein de votre propre direction, Ramon Fernandez, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques actions concrètes qui sont menées aujourd'hui en matière de développement durable ? Oui. Écoutez, ce matin, j'intervenais devant le 7e forum que nous organisons avec nos fournisseurs, donc tous ceux qui nous aident à offrir nos services, autour de cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Et ce forum, il avait pour objectif et pour objet de nourrir tout ce que nous faisons en termes de politique d'achat responsable, en termes d'économie circulaire. C'est quoi les achats responsables ? Les achats responsables, par exemple, c'est avec ceux qui nous fournissent les équipements, les antennes radio que nous mettons sur nos pylônes, que vous voyez ici et là, dans les villes ou dans les campagnes. Eh bien, nous demandons maintenant à nos fournisseurs d'équipements de nous proposer un socle minimum d'équipements reconditionnés, d'équipements de deuxième main. Ça n'a pas de sens de mettre du neuf partout, toujours. Vous pouvez avoir, parce que vous réorganisez la couverture des réseaux, ou en fonction des pays, des équipements de deuxième main. Donc, on a signé un accord récemment, par exemple avec Nokia, en ce sens. Mais en fait, cette notion d'achat responsable, elle est partout. Donc, on va réfléchir avec l'ensemble de nos partenaires aux manières de gérer ces politiques d'achat de manière à porter le moins possible atteinte à l'environnement, etc. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est qu'on recycle. On fait de la deuxième main. Ça va du téléphone reconditionné, le smartphone que vous allez acheter dans une boutique Orange. Vous pouvez acheter pour beaucoup moins cher un appareil qui a déjà eu une part de son existence, mais qui est tout à fait opérationnel et en parfait état. Ça, c'est l'économie circulaire. De la même manière, on a mis en place une plateforme de marché intérieure chez Orange qui sera accessible aussi à nos partenaires externes, qui permet d'aller chercher des équipements de deuxième main. Vous allez enlever une antenne radio quelque part, plutôt que de la mettre au rebut, eh bien vous l'inscrivez sur ce marché et d'autres opérateurs chez nous ou ailleurs vont pouvoir aller acheter cet opérateur. Donc, dans ce que je fais à la direction Finance Performance, les achats responsables, c'est très très important et c'est une révolution. C'était pas du tout dans la culture ni du groupe, ni des fournisseurs. On faisait toujours du neuf. Donc là, c'est un grand changement. Après, deuxième illustration, la politique de financement. On a émis l'année dernière de la dette soutenable, c'est-à-dire qu'il y avait une composante à la fois environnementale et d'inclusion numérique, à hauteur de 500 millions d'euros, parce que l'argent qu'on emprunte à ceux qui nous prêtent, et à de très bonnes conditions d'ailleurs, parce que la qualité du crédit et de la notation d'Orange est parmi les meilleures du secteur, et ça on ne le dit jamais assez, c'est vrai que l'action parfois nous déçoit un peu, le cours de l'action, le prix de la dette est très bon. Ce qui veut bien dire que ceux qui prêtent à Orange voient bien que c'est une entreprise très solide qui fait ce qu'il faut pour préparer l'avenir. Peut-être que les actionnaires qui, pour certains d'entre eux, ont une vision et un horizon beaucoup plus court, ce qui se passera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est pas leur sujet. Eh bien, les 500 millions qu'on a levés, ils vont aller très concrètement financer des projets qui ont un impact positif. Ça peut être le reconditionnement des Livebox en France, par exemple. C'est pareil, quand vous changez votre Livebox, eh bien, plutôt que de mettre au rebut, vous recyclez. Ou en Pologne, autre illustration, déployer la fibre dans des conditions énergétiques plus favorables. Donc ça, c'est intéressant aussi, je pense, dans ce qu'on peut faire. Dans les autres illustrations, je pourrais dire que tout ce que nous faisons en matière de politique d'investissement, avec
le souci d'aller vers des équipements plus économes en énergie, tout ce qui va nous permettre d'accompagner notre effort de réduction des émissions de CO2 par des investissements dans des forêts. C'est ce qu'on appelle les puits carbone. Nous avons récemment investi des sommes significatives et en fait, on va faire beaucoup plus bientôt, mais on en parlera en décembre. On suivra ça. On suivra ça, mais ce qu'on appelle les puits carbone, c'est pas des droits à polluer, c'est pas ça du tout. C'est que nous investissons dans des forêts, des mangroves qui vont capturer le CO2 et c'est aussi une des manières positives, constructives d'atteindre les objectifs très ambitieux que nous nous sommes fixés. Et puis dans le petit film, on voyait tout ce qui était inclusion financière en fait. Et tout ce que nous faisons en Afrique, mais pas seulement, avec Orange Money, qui permet à 50 millions d'Africains finalement de se passer d'une banque, de fait, avec Orange Money sur un téléphone, et que nous complétons avec Orange Bank Africa, et que nous avons maintenant avec Orange Bank, c'est aussi finalement une manière, avec la finance, de faciliter l'accès de toutes et tous à des moyens de paiement qui sont faciles, qui seront pas chers et qui seront efficaces. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que finalement, tous ces projets qui sont au croisement de la responsabilité sociale, environnementale et de la finance créent aussi une dynamique qui est fantastique entre les équipes. C'est-à-dire que parfois, ce sont des mondes qui vivent un peu à côté les uns des autres, les gens qui s'occupent d'environnement, les gens qui s'occupent de finance. En fait, tous ces projets réunissent les équipes, créent des écosystèmes, des groupes d'intérêt, et chacun s'enrichit mutuellement de la compréhension de ce que fait l'autre. Et moi, je trouve que ça crée une dynamique absolument passionnante. Alors, autre initiative, sur le plan stratégique, il y a eu pas mal d'annonces d'Orange dernièrement, avec la création de nouvelles entités. Peut-être y a-t-il de la valeur cachée au sein d'Orange. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces décisions qui ont été prises et qui sont destinées, j'imagine, à relancer la croissance et à créer de la valeur ? Absolument. L'enjeu du secteur télécom, c'est évidemment de continuer à offrir des services de qualité sur ce qui est notre ADN historique, le téléphone, maintenant l'Internet, la connectivité, parler, échanger. Ce que nous pensons, c'est que nous pouvons faire beaucoup plus, et donc on a déployé un certain nombre d'initiatives pour contribuer à accélérer la croissance à la fois du groupe, et puis la diversité des services qu'on propose à nos clients, que ce soit les clients particuliers, individuels, ou les clients entreprises. Alors il y a des initiatives géographiques, on a évoqué très vite et on a vu l'Afrique, mais bon, Orange est un des tout premiers opérateurs de télécom en Afrique. On est présent dans 18 pays et c'est un pôle de croissance que nous avons nourri au fil de ces dernières années, y compris en allant dans de nouveaux pays avec des acquisitions. Il y en a eu 4, par exemple, en 2016. Dans les grands pôles de diversification, j'ai parlé des services financiers mobiles. Ça, c'est un des marqueurs d'Orange. C'est un pari que nous avons fait, qui a été un pari gagnant en Afrique. On a commencé la finance mobile en Afrique en 2008, en Côte d'Ivoire. C'est devenu un formidable moteur de croissance et par ailleurs utile aux gens. Donc ça, c'est formidable. Et puis, aujourd'hui, on est parti sur des éléments complémentaires qui vont être la sécurité, parce qu'on voit bien que la sécurité, à tout point de vue, est devenu un sujet très important. Je pense à la fois à la sécurité du domicile. Nous avons lancé une offre qui s'appelle Protect Line, maison protégée. Vous allez dans des boutiques Orange, vous avez un endroit maison protégée, vous allez pouvoir faire équiper en télésurveillance votre domicile. Et je pense que quand vous avez déjà la box, Internet, etc., c'est très facile. Et puis la sécurité au sens cyber. Le risque de cyberattaque, de paralysie, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures critiques. On a vu qu'on vit dans un monde qui est dangereux. Nous avons une entité très importante qui s'appelle Orange Cyberdéfense, qui est devenue en quelques années un des 4 leaders européens, qui est en très forte croissance et qu'on est en train de conforter en lui donnant l'autonomie qui lui permettra de continuer cette croissance. Les infrastructures, nous sommes des opérateurs d'infrastructures. Premier opérateur de fibre en Europe,
un des tout premiers opérateurs de réseau mobile, eh bien, nous sommes en train de réorganiser nos opérations. Nous mettons en place dans le mobile ce qu'on appelle une TowerCo, une société dont le but exclusif est de gérer ces pylônes et ces antennes radio que vous voyez ici et là et qui font fonctionner le réseau mobile. Eh bien, nous avons mis ceci dans une entité dédiée qui va permettre là aussi de nourrir cette croissance avec des acquisitions, en allant discuter avec d'autres opérateurs qui ont des réflexions comparables. Donc ça va être un moteur très puissant de croissance pour le groupe demain et de création de valeur, bien sûr. Et pareil dans la fibre. On a mis en place une société qui s'appelle Orange Concessions dans les zones les moins denses en France. On vient d'en faire la clôture tout récemment. On a une société comparable en Pologne et ce sont des entreprises dédiées au déploiement de la fibre qui permettent d'accélérer l'investissement, le développement et la connectivité pour nos clients. Donc les infrastructures sont aussi un des marqueurs de notre activité. Et plus généralement, je n'ai pas parlé beaucoup du marché entreprise, mais nous sommes un des tout premiers opérateurs de télécom et de services informatiques au monde. Et donc nous avons des grandes ambitions de croissance. Ici, c'est le cloud, c'est le monde de la donnée, c'est la cyber dont j'ai parlé, et sur lesquels nous avons fixé des objectifs de croissance importants. Et aujourd'hui, nous avons une croissance entre 10 et 20% sur l'ensemble de ces nouvelles activités qui sont de plus en plus importantes pour nos clients entreprises. Donc vous voyez, on est à la fois dans la gestion très active des activités traditionnelles et puis en même temps, on lance de nouvelles initiatives pour nourrir la croissance du groupe demain, dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, ses actionnaires, les salariés, nos fournisseurs. Et puis, on prépare vraiment demain. Et ça, c'est passionnant. Alors, vous l'avez évoqué par petites touches, Orange n'est pas franco-français. Hein, vous êtes dans plusieurs pays, vous nous rappellerez combien, notamment en Afrique, en Europe. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama des activités d'Orange en dehors de l'Hexagone? Oui, absolument. Donc Orange, aujourd'hui, 11e opérateur mondial. 11e opérateur mondial. 3e européen. 42 milliards de chiffre d'affaires, on l'a vu. C'est 8 pays en Europe, dont la France. Et puis après, vous avez dans les grands pays l'Espagne, la Pologne, et puis après la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie, le Luxembourg, la Moldavie. Et puis vous avez 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc là, vous êtes tantôt au Sénégal, au Maroc, en Égypte, en Jordanie, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. Donc 18 pays en Afrique et 8 pays en Europe, dont la France, avec 50 millions de clients en Europe, hors de France, et 120-130 millions de clients en Afrique. Donc oui, vous avez raison, Orange n'est pas, disons, le France Télécom d'avant. C'est un groupe qui a fait sa mue, qui a opéré une transformation absolument fantastique au cours de ces dernières années et qui est un des grands opérateurs mondiaux. Et je pense que l'un des enjeux aussi pour nous tous, c'est de faire en sorte que cet opérateur européen qui joue un rôle très important quand même pour la souveraineté aussi du pays et de l'Europe et pour l'indépendance finalement de tous ceux qui agissent sur notre continent, eh bien cet opérateur, ce que nous souhaitons, c'est le mettre en position d'être au cœur de ce qui devra être un jour la consolidation du secteur en Europe. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure quand on parlait du cours de bourse, mais pourquoi aussi le cours de bourse des opérateurs en Europe est un peu faible par rapport à d'autres géographies? Mais parce qu'en fait, ce sont aussi des marchés qui sont trop fragmentés. Il y a trop d'opérateurs. Il y a 3 opérateurs aux États-Unis, il y a 3 opérateurs en Chine, etc. Il y en a à peu près 90 en Europe. Et 3 ou 4 par pays, même quand ce pays ne compte que quelques millions d'habitants. Là, il y a un petit problème qu'il faudra un jour qu'on arrive à gérer. Et je pense qu'on a des débats avec les autorités de la concurrence qui sont des débats qu'il faut aborder de manière sereine. Et l'idée n'est pas d'empêcher la concurrence, loin de là. Mais c'est peut-être de vérifier que les opérateurs en Europe sont capables d'atteindre la masse critique
qui leur permettra de lutter contre les géants chinois, les géants américains, parce qu'on sait que les intérêts politiques ne sont pas toujours alignés. Et moi, je préférerais qu'en Europe, nous ayons aussi la capacité à avoir des opérateurs suffisamment puissants pour être dans un dialogue pas trop déséquilibré avec les géants qui viennent d'autres continents. Donc peut-être une consolidation à venir en Europe. Merci Ramon Fernandez. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des finances, de la performance et du développement. D'autres dirigeants d'Orange vont participer à cet Investir Day. Vous retrouverez Paul Deleusse, qui est en charge des services financiers mobiles, lundi 22 novembre dans le format digital. Et mardi 23 novembre, c'est Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, qui participera à notre événement Investir Day au Palais Brongniart. On vous y attend nombreux. Merci et bonne soirée à tous.